Je vous convie maintenant à une expérience exceptionnelle qui va consister en l'exhumation d'un paysage disparu. Il s'agira du paysage urbain du Barry. Le Barry est un terme occitan qui désigne à l'origine le rempart et qui, par dérivation, en est venu à désigner les rues qui en font le tour, soit à l'intérieur, mais le plus souvent à l'extérieur du rempart. Ainsi, le Barry devient dans certains villages le lieu de la promenade vespérale. De ce terme Barry, on a tiré le verbe occitan baruler, qui signifie se promener, mais aussi tourner en rond et aller et venir sans but. Nous allons donc baruler virtuellement et faire le tour du village à l'extérieur des remparts et nous rendre compte, grâce à la 3D, de ce à quoi pouvait ressembler cet espace très particulier. Nous livrons une expérience cartoonesque qui ne cherche pas l'exactitude de la reconstitution. Il s'agit seulement de donner une idée de ce à quoi pouvaient ressembler les alentours du village au XVIIe siècle. La particularité de cet espace est liée à sa proximité avec le village. Les terres cultivées les plus proches du fort villageois sont les plus appréciées, les plus productives, les plus chères aussi. Tout cela parce que ces parcelles sont celles qui accueillent le plus de fumier, parce qu'elles sont proches du village et donc des étables. Elles sont aussi très surveillées. Du coup, on trouve là des types de production qu'on ne retrouve pas dans la campagne alentour. Les jardins sont près des remparts, voire collés à eux, les luzernes aussi. On trouve également des terres céréalières à haut rendement. On sait qu'on pouvait obtenir sur les terres les mieux fumées jusqu'à 5 fois plus de grains. 15 grains récoltés pour un semé, alors que la moyenne était lors des bonnes années de 1 pour 3, voire 4. Ces terres fumées à l'excès étaient des trésors agraires. Comme les jardins, elles sont murées. Ainsi, le pourtour du village de Saint-Nazaire présente la plus haute densité de murets de pierres sèches de tout le territoire. Des murets qui peuvent être parfois très hauts, atteignant la canne, c'est-à-dire les 2 mètres, cernés de ronces placées à dessein pour dissuader l'escalade. Ces jardins sont d'une importance capitale pour l'alimentation des villageois. Espace de haute productivité, cultivé tout au long de l'année, le jardin s'attire le meilleur fumier qui soit, les fientes tirées des poulaillers. Il produit ces choux que l'on récolte en hiver et qui, agrémentés de lard, permettent de survivre à la soudure, cette période crainte entre la fin des stocks de grains et la prochaine récolte. Ces choux, ce sont les colifiori d'Olivier de Serres, ce grand agronome ardéchois. Ici, jusqu'au XIXe siècle, qui voit leur disparition, les disettes, la faim et donc son corollaire, l'alimentation, sont une source d'angoisse constante. On le remarque à ces murets de 2 mètres de haut qui ceinturent les jardins. Nulle part ailleurs, les murs qui ceinturent les terres sont aussi hauts. Pour autant, s'il faut nourrir les hommes, il a fallu également nourrir les animaux. Ils se déclinaient en chevaux, rares, en bœufs, rares et cantonnés dans les grandes métairies isolées comme au Brusquet, devenu aujourd'hui le Bresquet. En ânes, nombreux et plutôt montés par les femmes dans la région, comme nous le précise Jean Racine, qui passa quelques mois à Uzès, tout près d'ici. Des mules, nombreuses et dédiées au labour et donc chargées de tirer l'arrière. Et des moutons, en quantité, dont le troupeau global équivaut à quelques 300 têtes. Mais en déambulant autour de notre fort villageois, en 1631, nous découvrons aussi des champs de luzerne. Celle-ci fournit un excellent fourrage dédié à l'hostellerie et donc aux chevaux des voyageurs. Ces 2 champs de luzerne et l'hostellerie appartiennent aux plus aisés des paysans du cru. Le sieur Jean Coste, bayle du lieu, fils de Barthélemy Coste, qui lui aussi était déjà le représentant du seigneur. Aussi loin qu'on remonte, on trouve un Coste à ce poste, une dynastie de bayle depuis le milieu du XVIe siècle au moins.
Autour du village, on trouve aussi un mûrier esselé, sans doute reliquat d'une tentative de développement de la sériciculture avortée, des ancêtres de ce Jean Fabre, dont la maison est Orlefort. Enfin, quelques bâtisses ont risqué l'aventure à l'extérieur des remparts. Il y a d'abord la maison des Bailles, les Costes, qui, même si la maison seigneuriale leur est inféodée, réside à l'extérieur, marquant ainsi leur domination sociale. Représentant du comte de Grignan, l'un des plus puissants seigneurs de la région, ils marquent ainsi leur altérité. On pourrait imaginer une ferme comme celle-ci, fermée sur elle-même, avec, comme précisé dans le compois, son étable, sa fénière, sa cour et son ubise, entendez, son abri sous toit. Enfin, le long de la route, cerné de chemins comme le précise le compois, il y a l'hostellerie.